madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à Tout au clair. Nous sommes le mercredi 19 août 2020. Ce soir, nous rentrons dans les établissements du secondaire. Donc, nous allons être principalement des élèves, puisque nous parlons de la session des examens officiels, notamment le baccalauréat scientifique, où il y a eu des fuites d'épreuves pour cette session. Que s'est-il réellement passé pour observer ou alors pour avoir ces fuites d'épreuves lors d'un examen officiel qui bénéficie d'un encadrement significatif? Et après enquête, le ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, sanctionne quelques personnes qui sont suspectées d'être les principaux responsables de ces fuites des épreuves lors du baccalauréat scientifique, notamment le baccalauréat C pour les épreuves de physique, de chimie et de sciences et de vie de la Terre. Alors, après l'édit de sanctions, les questions restent tout de même en suspens. Au-delà de ces sanctions, que peut véritablement enclencher l'initiative prise par le ministre des enseignements secondaires, mais au-delà également de cela, peut-on comprendre véritablement ces sanctions alors que dans les mêmes conditions, d'autres personnes bénéficieraient de sanctions encore plus lourdes et plus sévères, des questions et bien d'autres sur lesquelles nous reviendrons dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du Monde. Vous le savez, votre émission du soir, le talk show, se veut être interactif. Vous êtes donc invité à contribuer à travers vos SMS ou vos réactions. 6 99 57 30 26, c'est l'un des codes d'accès, ou encore écrivez-nous directement sur la page Facebook de la télévision du Monde, LTN TV officielle. Nous vous consacrerons du temps à travers la lecture de vos différents SMS, de vos contributions dans le cadre de ce programme du soir sur la télévision du Monde. Mesdames et messieurs, tout au clair, dans quelques instants, la présentation de notre panel. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair de ce soir. Mesdames, Messieurs, nous parlons de l'enseignement secondaire, notamment de ces fuites des épreuves observées dans les examens officiels, notamment le baccalauréat scientifique. Que s'est-il réellement passé? Comment en est-on arrivé là? Des experts vont nous accompagner dans le cadre de cette émission de ce soir. Et avec eux, nous ferons le tour de la question. Nous poserons pleinement et clairement le problème. Mais au-delà, nous essayerons de comprendre les sanctions sont équivalentes à la faute commise, mais bien plus encore, nous nous projetterons vers l'avenir en se disant que cette malheureuse passe peut ouvrir les perspectives, notamment d'une nouvelle ère pour l'enseignement secondaire et bien plus pour la sécurisation des examens officiels sur l'ensemble du triangle national. Et parmi nos invités de ce soir, il est syndicaliste, il est enseignant, il est avec nous et avec lui nous parlerons de cette problématique. Raoul, j'espère que c'est bien ça. Pelouni est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir Frédéric, c'est Raoul Lemopi. Lemopi, voilà. Je suis enseignant de philosophie, syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Vous allez me permettre, c'est la première fois que je viens sur votre plateau. C'est tout naturellement, hein, que nous le peut être. Ok, c'est la première fois que je viens sur votre plateau, Frédéric. Je voudrais, si les autres panélistes me le permettent aussi, dire avec beaucoup de références et de différences à mon grand frère qui est devenu le chef de notre famille parce qu'il y a ça 2 semaines, j'ai perdu mon papa. C'est ça qu'on devient à vous. Vous savez, à l'ouest, le papa décède, mais il ressuscite. Et Mekem Tassé, Eric, qui est notre nouveau papa, se trouve à Bétois. Pour lui particulièrement, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci à vous, monsieur Raoul Lemopi, d'être avec nous ce soir. Juste à votre droite, un acteur que nous ne présentons plus dans le cadre de ce programme. Il nous vient du mois pour la Renaissance du Cameroun. Charles Dika, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, et bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs et bonsoir à mes compagnons. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce programme. Le plaisir est partagé. Merci à vous d'être là ce soir. Un acteur de choix également qui nous accompagnera. Il est enseignant, mais dans le supérieur. Et avec lui, bien évidemment, nous pourrons décrypter cette actualité qui fait rage au Cameroun à travers ces fuites d'épreuves enregistrées au baccalauréat. Même s'il n'est pas dans ce chapitre-là, il pourra également nous faire bénéficier de sa riche expérience dans l'enseignement. Docteur Patrick, bonsoir. Frédéric Moutomé, bonsoir. Bonsoir aux copanélistes et aux milliers de téléspectateurs de Tout au clair. Je rappelle que vous êtes le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce soir. Tout à fait. Merci à vous d'être là. Et puis, vous le savez, il nous retrouve ce soir notre consultant permanent, Abel Elongolobert. Bonsoir Abel. Bonsoir. Merci d'être là. Oui, merci aussi de m'associer avec les autres panélistes à la réflexion. Je suis très peiné de voir les désordres qui règnent et qui s'amplifient, un peu comme si, malgré les récriminations, les responsables officiels ne pas les désordres qui règnent dans les chefferies, la désignation de ce qu'on appelle chefferie traditionnelle, où vous retrouvez des chefs qui sont désignés mais qui n'ont rien de traditionnel. Vous allez à Mounouka, on désigne un bafang chef. Et ça commence à créer des problèmes. On en parlera la semaine prochaine, je vous le promets. Il faut que vos émissions servent à lancer des alertes, à faire en sorte que les cris qui sortent du peuple soient écoutés, que ceux qui sont ministres, préfets, sous-préfets, gouverneurs ne fassent pas comme si quand on dit les choses à la télé, ça ne doit rien leur dire. Parce que nous allons même parler maintenant de ces fuites des épreuves et les ayants, les responsables vont faire comme si on n'a rien dit. Merci beaucoup Abel. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre 2 minutes pour chacun d'entre vous. Abel, une situation sévit actuellement au Mali. Le peuple exulte après un coup d'État qui a finalement mis hors d'exercice Ibn Bakar Keïta, le président du Mali. Nous sommes là en face des preuves que notre ancrage à la démocratie peine à prendre véritablement corps. Je me rappelle à l'époque quand Moussa Traoré a fait son coup d'État, les mêmes Maliens exultaient. Puis on a fait le coup d'État à Moussa Traoré, les mêmes Maliens ont encore exulté. Puis on a eu Toumani Touré et après Alpha Toumani Touré qui est finalement parti de la même manière. Et puis on a eu Alpha Omar qui, dans cet enchevêtrement qui se met en place là, est le seul président qui est arrivé démocratiquement, qui est parti démocratiquement, dans le respect des règles du jeu politique malien consensuellement édifié. Je me réjouis de voir que Alpha Omar Konaré est tranquille là où il est en dehors de toute cette implication au désordre. Mais parce que les acteurs politiques maliens ne respectent pas la voix de leur peuple. Ils vont aux élections dans le désordre, ils perdent les élections, ils vont obtenir le départ de celui qui a gagné les élections par la rue. Celui-même qui a gagné les élections ne veut pas respecter les règles du jeu politique malien avec les limitations qui sont inscrites dans les constitutions, les textes, etc., etc. Je souhaite pour notre pays qu'il n'imite pas cet exemple. Malheureusement, des acteurs de mauvaise aloi, depuis 2008, ont contribué à piétiner les règles du jeu. Aujourd'hui, ils appellent les gens à vouloir imiter le peuple malien. Non, nous n'allons pas imiter les Maliens. Ils ne sont pas un bon exemple. Celui qui a été élu, il va rester là. Jusqu'à la fin des temps qui lui sont impartis. Qu'est-ce que la situation malienne vous dit? L'Afrique n'est pas prête? Les pays africains ne sont-ils pas suffisamment aguerris pour la démocratie? Alors, je veux partir d'un postulat qui est vraiment simple. Je veux le dire comme je l'ai dit hier sur notre plateau. Il ne peut pas avoir de démocratie dans les néocolonies. Parce que la question du peuple reste véritablement problématique.
l'Afrique souffre de beaucoup de maux, de la malgouvernance, et à côté de la malgouvernance, il y a ce que j'appelle la malnutrition politique. Ou bien, si on veut dire les choses clairement, je veux dire, il y a comme un sous-développement politique en Afrique. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Ce qui se passe véritablement, c'est que l'Afrique est prise au piège à la fois des revendications populaires, mais aussi des exigences de la métropole, c'est-à-dire la même patrie, qui véritablement détient les malais du pouvoir. Ce qui se passe au Mali est suffisamment illustratif de ce que je suis en train de dire. Puisque en fait, Ibeka, comme on aime l'appeler, a été démocratiquement élu. On peut comprendre difficilement comment, à un moment donné, des individus qui l'ont élu décident, n'est-ce pas, de remettre en cause les mécanismes institutionnels d'attribution du pouvoir. C'est un peu comme si on a affaire à une sorte de villageoisie politique, où des individus ne sont pas stables, bien constants, dans leur manière de percevoir la politique et se disent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent décider de qui peut être président, indépendamment de tous ces mécanismes d'attribution du pouvoir. Je veux dire quoi? Très rapidement. Je veux dire que si la démocratie vue à l'occidental peine à s'implanter ou à s'implémenter en Afrique, le défi est jeté à la fois aux acteurs politiques, mais aussi aux intellectuels africains de penser un modèle politique permettant justement de mettre la politique au service des populations. Parce que justement, ce qu'on observe, c'est que les crises majeures qui menacent la stabilité et le bien des Africains sont directement liées à ce que moi j'appelle habituellement une sorte de ménopause politique, c'est-à-dire une crise de la créativité des différentes options qui peuvent permettre aux acteurs politiques d'offrir aux populations ce qu'elles attendent le mieux, le bien-être et le développement. Merci beaucoup à vous. Charles Dikam, l'appel du Mali doit-il être entendu et suivi par le peuple camerounais? Aucunement. Je parle en plus d'un pays où j'ai eu le plaisir de passer 3 ans il y a une petite dizaine d'années, donc je prétends les connaître un petit peu. Il faut que les Maliens se respectent et qu'ils nous respectent le reste de l'Afrique par la même occasion. Le président Amani Toumani Touré, qui a été, comment dirais-je, le héros pendant plusieurs années parce qu'il avait participé à mettre fin au régime de celui qui était alors désigné comme étant un dictateur. Lorsque lui-même est venu aux affaires, ils ont été capables de lui faire un coup d'État à 9 mois de la fin de son deuxième mandat. Je dis bien 9 mois de la fin de son second mandat. Et jusqu'à preuve du contraire, depuis que dans la politique malienne, la démocratie au sens du respect, non seulement de la Constitution, mais de la durée des mandats est en cours, personne n'a jamais prétendu à un troisième mandat. Donc, ils ne pouvaient pas se prévaloir, ceux-là qui l'ont fait partir, contraints à l'exil pendant de nombreuses années, du fait qu'il aurait, comme d'autres, prétendu à un troisième mandat. Voilà qu'ils élisent un monsieur dont ils connaissent bien les us et coutumes. Ibeka n'est pas un inconnu pour les Maliens. J'ai tendance des fois, et vraiment je ne souhaiterais pas que mes frères ivoiriens le prennent mal, j'ai tendance des fois à le confier, à le comparer à Bédié en Côte d'Ivoire. Ce sont des jouisseurs, ce ne sont pas des hommes d'État. Et les Maliens l'ont toujours su. Mais probablement que le vide politique ou leur manière de faire la politique a fait que c'est lui qui s'est retrouvé en pôle position et est devenu président de la République. Premier mandat. Il lui renouvelle le deuxième. Et 2 ans après, ils se lèvent, ils n'en veulent plus. Mais bon sang, il y a des mécanismes qu'ils ont mis eux-mêmes au point. Il y a une constitution que eux-mêmes ont mise au point. Alors, il y a un imam que j'ai entendu, qui serait, paraît-il, le patron des frondeurs, que j'ai entendu sur une radio étrangère dire qu'il ne fallait pas confondre son discours à la mosquée et son discours dans la rue. Mais c'est une insulte à mon intelligence et à celle des autres. Si peut-être les Maliens ne sont pas intelligents, vraiment c'est... Mais non, vraiment c'est la cacophonie totale. Je pense que, en l'occurrence,
l'Afrique de l'Ouest a cette chance que nous n'avons pas, c'est qu'ils ont une organisation sous-régionale qui est très active, qui l'est plus en tout cas que la CEMAC. Elle a fait des recommandations, l'ONU siège cette nuit, et ils devront, s'ils se respectent et qu'ils nous respectent nous autres, d'autant plus que sans les autres, ils ne peuvent rien. Elle a préconisé un certain nombre de choses, fermeture des frontières, il n'y a plus Western Union. En fait, elle a mis le Mali sous embargo, exactement comme l'a été la Côte d'Ivoire et qui a fini par faire craquer ceux qui étaient là à ce moment-là. Ils iront casser peut-être la BCAO, mais une fois cet argent fini, ils achèteront quoi? Nulle part ailleurs. Donc il est préconisé que celui-là qui a été élu de manière consensuelle, constitutionnelle, reprenne les rênes du pouvoir, quitte à ce que des concessions soient faites pour diriger avec une classe politique qui, vraiment, pour cela, je rejoins l'essentiel de ce qui a été dit là. Sur le plateau. Voilà. Le Mali est un mauvais élève en démocratie, en matière en question politique, ou alors le Mali en avait finalement marre du bon Baka Keïta au regard de la montée en puissance du terrorisme qui a quelque peu mis en mal son deuxième mandat qui venait à peine de commencer. Premier constat, l'armée malienne est une armée qui a été particulièrement en difficulté face aux djihadistes. Et le Mali serait un État failli s'il n'y avait pas eu une intervention française. Parce que les djihadistes menaçaient de prendre Bamako. C'est l'intervention, l'opération Serval qui a mis fin à cette menace-là. La deuxième chose que je constate, c'est que ils sont plutôt efficaces pour faire de l'intrusion dans le jeu politique. Là où on ne les attend pas. Parce que moi, j'attends l'armée au front contre les djihadistes. Je n'attends pas l'armée dans le jeu politique. Les panélistes ont parfaitement raison. Il y a des mécanismes constitutionnels qui doivent être respectés. L'élection de IBK ne souffrait d'aucune contestation. Donc il n'y a pas de raison qu'on écoute son mandat simplement parce qu'il y a un certain nombre de désaccords. On peut critiquer la manière dont il a géré la crise post-électorale liée aux législatives, mais cela ne peut pas remettre en cause son mandat, ce que ses opposants ont tenté de faire. Et il faut se le dire, les intrusions de l'armée dans le jeu politique n'ont jamais fait avancer la situation au Mali, que ce soit sur le plan du développement, que ce soit sur le front sécuritaire. C'est-à-dire que les fragilités de ce pays sont des fragilités qui demeurent. L'armée intervient tout le temps, mais est-ce que l'armée est venue aménager la situation de sorte qu'on puisse se dire ce sont des interventions salutaires? Je suis tenté de dire non. Donc il faut que les soldats rentrent dans les casernes, ils n'ont rien à faire à Koulouba, et que les mécanismes constitutionnels reprennent droit de cité. L'armée n'a rien à faire dans le jeu politique. Merci à vous d'avoir donné votre contribution à cette thématique qui n'était pas à l'ordre du jour, mais au regard de l'actualité qui justement est courante dans l'Afrique, on a fait le choix d'y apporter quelques éléments. Alors, Abel Nimbilobe. Excusez-moi, M. Mtomé, je voulais préciser que dans l'actualité du Mali, il ne faut pas oublier que depuis 3 mois, le premier opposant d'un parti important là-bas est lui-même otage des djihadistes. Enfin, paraît-il. Oui, mais l'armée ne s'occupe pas d'aller le chercher. Il a été enlevé justement pendant les élections. Les élections. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Abel, on revient dans le sujet du soir. Le sujet porte sur l'éducation, notamment la dernière session des examens officiels, et précisément le baccalauréat scientifique. La nouvelle avait soulevé tout un tollé général. Elle avait même choqué les parents, les acteurs de la communauté éducative. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à être choqué au regard, on va le dire un peu, de l'espèce de discrédit qui a été jeté sur les épreuves du baccalauréat, notamment scientifique? Bon, la fraude des épreuves ne date pas d'aujourd'hui. Mais on s'est habitué à ça. Comment ça? Comme un épiphénomène. Vous savez, quand je suis entré à l'université en 82, je commence à avoir tout de mémoire, en 84. Et en 87, nous on était à l'université, il y avait déjà un moment, on disait il y a l'eau. L'eau. Beaucoup. On avait des enseignants qui avaient des foyers où ils rencontraient les étudiants de leur communauté
leur faisait travailler sur des épreuves qu'ils venaient ensuite donner aux différents examens, les partiels, etc. Ce phénomène est connu. Il n'avait pas encore gangréné l'enseignement secondaire, mais il est ancien dans l'enseignement supérieur. Je suis à la fois mécontent, très mécontent même, mais en même temps je sais que ce sont les conséquences du délitement moral qui gangrène le pays. Vous savez, ça, j'ai amené ça pour vous montrer ça. Ça se va. Ça, c'est le passeport camerounais, c'est 200 000. 150 000. On le fait à 58 000, 78 000. Non, 60 avec le terme. Voilà, ça c'est le tarif officiel. Oui, c'est le prix officiel. Bon, pour le payer, vous payez d'abord 200 000. Oui. Voilà, avant de payer les télé. Et ça ne meurt personne. Oui. Je vous ai apporté ce document qui se délivre au ministère des Domaines, des Affaires foncières, qu'on appelle le certificat de propriété. On a écrit ici, coûte 3 000 francs. C'est 10 000 que ça se paye ici à Douala, partout où vous allez, vous payez 10 000. Les ministres sont au courant, ça ne meurt personne. Je vous ai apporté ici, c'est ça. C'est la copie du titre foncier. Pour avoir ça à l'heure actuelle, ici à Bonadjo, comme à Yaoundé, c'est 100 000 Copie. qu'on vous vend la copie si vierge pour que le conservateur écrive dessus. Il écrive cette page et puis le reste attendra les différentes mutations. C'est combien? 100 000. Officiellement, c'est combien? Officiellement, ça ne se paye pas. Okay. Vous payez les frais inhérents sur votre notaire, etc. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Je veux montrer que si vous êtes aujourd'hui atteint au niveau des épreuves, il ne faut pas s'étonner. C'est que c'est la gangrène qui prend. Elle a d'abord commencé à prendre dans des services où ça fait moins de choc. Mais les gens n'ont pas combattu ça. Le permis de conduire, il a fallu attendre que Bibé arrive pour s'inscrire dans l'informatisation de la délivrance, du processus de délivrance du permis de conduire pour le sécuriser. Les cartes grises, elles se vendent. D'accord. Encore, malgré les efforts que le ministre Bébé est en train de faire. Il nous reste d'arriver au stade où on vend les actes, les actes de naissance se vendent. D'accord, mais On marie des gens en dehors de publication de banque. Vous pouvez vous marier 2-3 fois au Cameroun. Oui. Si je suis déjà marié, si je veux me marier ici, je pars dans un centre d'état civil ici. Demain, je sors avec un acte de mariage. Sans publication de banque, sans témoin, les officiers d'état civil célèbrent les mariages en dehors du centre d'état civil qui est le seul lieu où on célèbre les mariages. On les voit dans les hôtels, ils célèbrent les registres. Donc si le principe que la chèvre broute, attaché, c'est ce principe qui est en train de gangréner. Pourquoi voulez-vous que si les autres peuvent vendre les imprimés des titres fonciers à 100 000, que celui qui est en charge de la reproduction des épreuves ne prenne pas ça pour aller vendre à des gens? Et ce commerce-là ne se fait pas n'importe comment. Parce que si c'est dehors, c'est parce que ceux à qui c'était destiné dans le cadre des organisations communautaires de toutes sortes, parce qu'on veut que les meilleurs, le plus grand nombre de diplômés soient de notre communauté, patati patata. C'est de là que partent ces fuites-là. Alors, Charles Ndikam, une actualité qui malheureusement met ou jette de l'opprobre sur ces examens officiels. On a vu que la session a d'ailleurs été reprogrammée pour permettre de lui redorer le blason ou son blason. Bah écoutez, il est rare qu'il y ait consensus entre mon prédécesseur et moi, mais je serais presque tenté de dire, je ne sais pas quoi ajouter à ce qu'il vient de dire. Peut-être, au lieu de répéter son propos de peur de lasser les téléspectateurs. Vous voulez me dire que tout va également mal dans le secteur de l'éducation, au point où on arrive malheureusement à ces épreuves? Cette éducation-là, elle est où? Elle est au Cameroun. Donc elle ne peut pas déroger à l'ambiance, c'est-à-dire à tout ce qui l'entoure, tel que vient de le décrire M. Elimbi.
ou est-ce que vous ne payez pas quoi? Donc, eux, et on va peut-être y venir plus tard, quand vous voyez ne serait-ce que la précarité des enseignants, que vous voyez la même pour nos soignants, bah écoutez, je ne justifie pas, j'explique juste que quand ils voient des sous, ils ont tendance à sauter dessus. Je ne vais pas donner d'exemple. Est-ce que les sous viennent à eux ou c'est eux qui vont à la recherche des sous? Bah, c'est pareil, c'est du pareil au même. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il faudrait condamner au Cameroun le corrupteur ou le corrompu, tellement les deux marchent ensemble, et qu'aujourd'hui, ils se reconnaissent rien qu'en se regardant. C'est dire que la société camerounaise souffre d'un mal profond. Là, vraiment, je pense qu'au-delà de nos chapelles politiques, de nos obédiences religieuses, etc., nous sommes tous Camerounais. L'un des panélistes qui interviendra tout à l'heure ne me contredira pas, ou alors difficilement. C'est la responsabilité de qui? Avant que ce ne soit celle du citoyen individuellement, puisque effectivement, c'est pas l'État qui va venir balayer dans ma cour, c'est pas l'État qui va venir me dire qu'il ne faut pas jeter une bouteille vide dans la rigole parce qu'à force elle va se boucher. Mais je veux dire, pourquoi tout ceci n'existait pas il y a 30 ans? Ou alors de manière quasi exceptionnelle, puisqu'il y a toujours une exception qui justifie la règle. Bah, tout simplement parce qu'à cette époque-là, quand ça arrivait, il y avait sanctions, et de vraies sanctions. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que le Camerounais moyen et même le bas peuple s'assied dans un circuit, dans un maquis. Vous entendez des chiffres, les gens n'ont même plus peur de ce qu'ils disent. 1 milliard, c'est 1000 millions. Mais le Camerounais en parle aujourd'hui comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que l'exemple, le mauvais exemple a été donné depuis le haut. Et c'est clair. D'accord. Le mauvais exemple a été donné depuis le haut. C'est le point de vue de Charles Ndikam. Et pas que le mien. Docteur Patrick Refoué, Abel l'a relevé tout à l'heure, le phénomène de l'eau était là. On parlait de l'eau propre, de l'eau sale. Eau propre pour qualifier la bonne épreuve, eau sale pour dire la mauvaise épreuve. Mais le phénomène ne semblait pas avoir véritablement pignon sur rue au point de choquer aujourd'hui la communauté éducative entière. Bon, écoutez, je suis moi-même enseignant et le parcours que j'ai eu est un parcours dans lequel on m'a appris un certain nombre de valeurs qui sont le travail, le travail et le travail. Donc, comprenez que je sois particulièrement gêné quand il arrive que des parents, des étudiants, des élèves s'investissent de manière consciencieuse pour acquérir des épreuves qui vont leur permettre d'obtenir leurs examens en prenant la voie rapide. Cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas acceptable et cela n'est pas tolérable. Maintenant, je crois qu'il faut saluer les diligences qui ont été prises par le MINESEC. Une enquête a été commise et je me souviens qu'un membre du MRC sur un plateau concurrent indiquait que cette enquête-là ne produirait pas de résultats comme de coutume au Cameroun. Bon, si on est là aujourd'hui, et je salue le fait que vous ayez choisi d'aborder ce sujet, si on est là, c'est bien parce que l'enquête a abouti, on a des responsabilités qui sont établies, ils ont été sanctionnés à titre conservatoire, c'est une sanction provisoire, la sanction définitive arrivera plus tard sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées à leur encontre. C'est nécessaire parce qu'il faut envoyer un signal vers ceux-là qui seraient tentés de continuer à se livrer à ce petit commerce. Elimbi Lobe l'a indiqué, ce sont des pratiques qui ne sont pas nouvelles. Ce qui importe, c'est qu'à chaque fois qu'elles sont connues, que les sanctions soient prises à l'encontre de ceux qui s'écartent de la norme. Mais dans le cas où ces pratiques restent souterraines et ne sont pas portées à l'attention du gouvernement, le gouvernement ne peut pas agir sur ce qu'il ignore. Et je voudrais dire à mon ami Ndikam, le gouvernement a pris ses responsabilités.
j'espère que les parents prendront également leurs responsabilités et n'iront plus chercher à obtenir ce qu'on a appelé ici l'eau. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Là, le gouvernement a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire sanctionner les responsables de cette fuite. D'accord. Alors, avant d'arriver à ces sanctions, comment peut-on arriver à des situations de fuite d'épreuves dans les examens officiels? Aujourd'hui, le bac a pris un coup. La communauté éducative, la population parle du bac à 2 tours pour qualifier la session du baccalauréat tout le monde se passer. Ok, merci de nous donner une fois de plus la parole. Vous allez me permettre, n'est-ce pas, d'apporter un rectificatif, mais quand même de donner ma vision sur ce que certaines personnes ont eu à avancer ici. Je vais commencer par ce que M. Émile Robert, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. J'ai eu à revoir, on a eu à toucher ce plateau ensemble. Je vois très mal qu'on puisse convoquer ici des questions véritablement identitaires. Quand on parle des communautés, des étudiants qui, selon lui, ont été favorisés parce qu'à partir d'une communauté spécifique. Là, j'ai du mal à comprendre cela. D'abord, en tant qu'enseignant, puisque le matin, quand j'entends dans une salle de classe, je porte la tête au tableau, je ne cherche pas à savoir qui est de quelle communauté ou de quelle communauté. J'aurais bien voulu qu'on soit plus explicite. Parce que la manipulation aussi existe dans les médias. La deuxième des choses, ce que M. Ndjikama dit par rapport à la précarité des enseignants, je refuse véritablement l'option de ce que je crois. C'est un terminisme qui est utilisé par les enseignants de façon récurrente. Je refuse dans l'absolu. Je suis enseignant, je suis syndicaliste, membre du SNAES, syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Je refuse, n'est-ce pas, des présupposés qui reposent sur ce que je peux appeler une sorte de déterminisme sociologique. Parce que dans tous les cas, vous pouvez être pauvre, mais au-dessus des influences de l'environnement, il y a la souveraineté de votre liberté, de votre volonté. On en parlera tout à l'heure. C'est quelque chose qui, à nos yeux, ne tient pas véritablement. On en parlera tout à l'heure. Parlons donc maintenant de ce que le docteur Ifoua a eu à dire. Moi, je vais dire quelque chose qui est simple. Lorsqu'on parle de sanctions, on ne parle pas encore de sanctions. Je voudrais qu'on reste d'abord sur... On va parler de sanctions tout à l'heure, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on reste d'abord sur comment arrive-t-on à des situations comme celle-là, des épreuves qui fuient. Comment accepter, comment comprendre qu'un examen qui est garanti dans ce nombre d'éléments de sécurité, il puisse avoir des fuites d'épreuves. Et pour le bac scientifique, ce sont des épreuves majeures. La chimie, la physique, sciences et vie de la Terre. Ok. Moi, je me serais par exemple attendu que la question soit posée autrement. Quels sont les mécanismes réglementaires qui partent de la confection des épreuves jusqu'à leur soumission aux candidats? C'est la question. À partir de ce moment, chacun à son niveau peut se faire sa propre opinion sur les... Donne le mécanisme. Ok, ça c'est la bonne question. Voici ce qu'il faut comprendre et qu'on dise cela clairement à nos téléspectateurs. Et simplement. En fait, tous les enseignants du Cameroun proposent les épreuves. Ces épreuves sont supposées atterrir, vous allez permettre à ma de parler, pour qu'on se comprenne vite, et pour que nos auditeurs nous comprennent, nos téléspectateurs, atterrissent entre les mains des inspecteurs pédagogiques régionaux entre les mois d'octobre, novembre ou décembre. Ceux-ci ont la charge pédagogique de questionner les contenus en relation avec les objectifs clairement définis dans les programmes scolaires. Une fois que ce travail est fait, ils vont acheminer aux IPN, aux inspecteurs pédagogiques nationaux, les épreuves dont ils estiment, n'est-ce pas, être conformes aux prescriptions, n'est-ce pas, pédagogiques en matière, n'est-ce pas, éducative.
lorsque ces épreuves arrivent au niveau des IPN, les inspecteurs pédagogiques nationaux, ceux-ci à leur niveau vont faire le même travail. Parce que on s'est dit, et ça au moins c'est vrai, qu'on dit la vérité à nos téléspectateurs, la manière dont le travail est fait globalement à l'OBC évite qu'on se trouve dans une situation d'incongruité à la fois pédagogique et morale. Pédagogique veut dire que les sujets qu'on propose aux enfants ne coïncident pas, un, avec les contenus pédagogiques, deux, avec les objectifs définis, trois, avec les stratégies d'évaluation, parce qu'on est dans l'approche par les compétences, jusqu'au niveau de la classe de première. Ce que les inspecteurs vont faire, ils vont proposer un ensemble de sujets, un ensemble de preuves, pour être précis. Ils vont proposer un ensemble de preuves qui sera plus tard tiré au sort. Parce que ce que les IPN proposent coïncide avec les différents éléments que j'ai eu à présenter tout à l'heure. On estime donc que n'importe qui tire ces épreuves ne peut pas se reprocher de quoi que ce soit en termes de contenu et de quoi que ce soit. À partir de ce moment, les épreuves tirées, et si vous remarquez très bien, M. Frédéric, vous allez constater que la session de chaque examen est portée à la main. C'est-à-dire qu'on met session, c'est bien saisi, mais l'année est portée à la main. C'est pour les éléments du dispatching. C'est-à-dire que quoi? Le service de la reprographie sait pertinemment que moi je suis ancien au lycée bilingue de Brazzaville. C'est-à-dire pour le student du lycée bilingue de Brazzaville, on a par exemple la série, je veux parler comme ça, hein, c'est la série A, allemand-espagnol, la série bilingue, je vais dire n'importe quoi, la série C et la série D. Et on leur donne les effectifs. Les enveloppes vont nos parties étant scellées, sachant que on peut mettre une marge d'erreur en termes du nombre d'épreuves. Parce que dans tous les cas, on se dit, les animateurs pédagogiques AP doivent consulter les preuves quand cela est dispatché dans la salle de classe, pour quand même s'assurer qu'il n'y a pas de coquilles, et puis s'il y a des rectificatifs, cela remonte d'abord à l'OBC. Parce que même si un AP constate qu'il y a une erreur, il n'a pas qualité d'entrer dans la salle de classe et commencer à corriger. On doit remonter l'information à l'office du baccalauréat, qui doit aussi consulter d'autres animateurs pédagogiques qui ont été retenus pour le besoin de la cause. Et ce sont ces animateurs pédagogiques, après avoir consulté, qui vont dire exactement ce que tel enseignant dit est vrai, il y a une coquille à gauche ou à droite. Et là, l'information est répercutée dans tous les sous-centres du Cameroun. C'est pour cette raison que beaucoup de moyens sont mobilisés pour régler cette situation. Maintenant, d'où peut venir la fraude? Je ne veux pas, n'est-ce pas, lire dans la boule de cristal. Je veux maintenir jusqu'à ce niveau de notre conversation, de discussion, à ce que Madame la ministre Nalova Lyonga a eu à écrire à la suite d'une enquête et que les services des enseignements secondaires, l'OBC, la police judiciaire, l'antique et la CONAC, ils ont eu à faire leur travail, ils ont proposé les conclusions à ce travail-là. On s'en tient d'abord à cela et la suite, on peut discuter de ça. Alors, vous semblez pas être d'accord avec les résultats de cette enquête. Pourquoi? De votre point de vue, le problème ne se limite pas seulement à la reprographie. Alors, je vais dire quelque chose qui est simple. Quand j'ai expliqué les mécanismes, le trajet, le cheminement que suivent toutes ces affaires-là, on peut quand même se questionner. Je serais mal placé pour dire exactement la manière dont l'enquête s'est déroulée, mais quand même pour constater que les conclusions de l'enquête m'ont laissé un peu pantois. La première raison, j'ai eu comme l'impression qu'il y a eu comme une sanction de la fraude active. Les membres, n'est-ce pas, de la cellule de la reprographie, parce qu'on estime que ce sont ces personnes-là qui auraient divulgué l'information. Je me serais par exemple attendu qu'on pense aussi
à la fraude passive. Parce qu'il faut le dire réellement. C'est aussi pour cette raison que j'explique cela dans les médias depuis longtemps. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les épreuves sont proposées, les textes sont clairs. Il est clairement interdit aux enseignants qui ont proposé les épreuves, vous avez la technologie, de proposer les mêmes épreuves à leurs enseignants sur une période de 2 ou 3 ans. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que bon nombre d'épreuves qui ont été proposées à l'examen bac ont d'abord été proposées dans certains établissements de luxe. De luxe, vous précisez. Je précise, dans certains établissements de luxe à Yaoundé. Dans le communiqué de Madame le ministre, je n'ai vu nullement évoquer cette situation. Mais comme on a dit que c'était des mesures conservatoires, peut-être que d'autres choses vont arriver. Mais il faut qu'on prenne au sérieux ce qui est en train de se passer, parce que M. Elim Bilobé a dit quelque chose de vrai. Il s'est indiqué, c'est vrai, lorsque, n'est-ce pas, la pourriture touche à l'école, cela veut dire que la République a touché au fond. Ah ben, le service de la reprographie est-elle ou est-il le seul responsable de cette fraude qui a été observée au baccalauréat? Il peut l'être. C'est là qu'on fabrique les épreuves. Donc, si quelqu'un, on est en train de multiplier, les machines sont en train de multiplier les preuves de physique. C'est l'opérateur qui est là. Il peut prendre une épreuve, il met ça dans son caleçon, n'importe où. Pas seulement prendre, il suffit d'avoir un Il peut photographier ça avec son téléphone. Et puis ça circule. Ça, faire partie d'une épreuve n'a rien de compliqué technologiquement à l'état actuel des choses. À notre temps, il n'y avait pas de téléphone portable, il fallait probablement prendre ça physiquement ou t'asseoir et recopier. Mais tout ça n'est pas impossible. Jean-Frère, si vous me une seconde. Prenez une seconde à mon temps. Voilà, je vais vous rendre ça. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Alors, ce que vous dites est pertinent. Je crois aussi quand même que dans les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui, il est possible, avec le concours des différents opérateurs, si on admet que les épreuves ont été divulguées et dont on connaît clairement les contenus, on peut aussi se dire, on peut remonter pour savoir l'épreuve dans tel téléphone a été divulguée, combien d'heures, combien de minutes, combien de jours. On peut faire tout ça parfaitement possible. C'est pour ça qu'on nous dit que la vraie enquête arrive. Ouais. Voilà, et puis ça va pas de problème. Vous devez mettre et surtout que dans tout ce qui a été lu comme responsable de la fraude, je n'ai pas suivi le nom d'un élève. Bon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Comment on fait pour sortir les preuves? C'est pas ça. Si c'est ça, la police, les techniciens des communications, Orage et tout ça, ils peuvent le faire. On peut voir ce jour-là, etc. Ceux qui sont dans tous ces services, est-ce qu'ils ont émis des messages WhatsApp et tout ça? On peut voir. Ça, c'est techniquement possible. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit. Lui-même, il dit que les épreuves qui sont données, sont ceux qui les conçoivent, certains d'entre eux les proposent au courant de l'année à certains établissements de luxe. Donc lui-même circonscrit des communautés. Un établissement, c'est une communauté. Qu'est-ce qui est établissement de luxe, Abel? C'est lui qu'il faut lui demander. C'est Liberman, c'est l'équerre, c'est votre. Voilà. Parce que lui-même est en train de dire que si ces gens ont de bons résultats, c'est parce qu'ils jouent sur ce genre de choses. C'est des incriminations. Moi, je ne vous ai pas dit que ce n'est pas vrai. Les parents ont les moyens aussi. Je ne vous dis pas que ce n'est pas vrai, mais vous incriminez ça. Moi, je vous donne donc une autre incrimination. Que les enseignants prennent ça pour aller donner ça dans leur communauté tribale. Et vous me dites pourquoi je fais ça? C'est ce que j'ai vécu à l'université de Yaoundé. C'est pas maintenant où il y a 10 000 universités. L'université mère, ça se faisait déjà. Vous voulez encore que je vous donne le nom des professeurs ou des filles qui avaient le droit de puissage et puis qui obtenaient les épreuves? À mon temps, à l'université, je suis parti de l'université de Yaoundé en 87, c'est-à-dire l'année où on m'arrête, en 88, l'année où on m'arrête. Mais cette année-là,
il y a eu un grand scandale à la faculté des sciences éco, où un étudiant de la faculté des sciences éco accédait au bureau du doyen ou du vice-doyen, modifiait les notes dans l'ordinateur. Quelle est la relation qu'il peut avoir entre un haut cadre d'une faculté en charge des notes avec un étudiant qui n'a pas cassé la porte, il n'y a pas eu infraction, mais qui s'est retrouvé dans le bureau du responsable, je crois. Vous avez un peu loin de Non, je vous montre d'abord que ces questions-là ne sont pas récentes. Premièrement. Deuxièmement, il y a des types de motivation qui justifient que certains acteurs analysent. Quelles sont les motivations des acteurs? Il a donné une de communauté. Il a donné une. Avec surtout des communautés. Vous avez les enseignants. Là, il a évoqué la question des établissements de luxe qui doivent pouvoir avoir le bon résultat coûte que vaille en fin d'année scolaire. Bien sûr. Donc, en enseignant les règles, qui sont des règles déontologiques. Okay. J'ai proposé une épreuve qui est partie. Déjà, je ne sais pas si elle va être retenue, mais cette épreuve-là, à un moment donné de l'année scolaire, je la fais faire avec truchement en modifiant une virgule ici. Écoutez, quand vous faites une épreuve de physique sur le mais c'est seulement l'angle qui a changé. Donc vous avez donné cette épreuve. Donc vous avez participé à la tricherie. Bon, vous avez participé. C'est une autre faute. Hein. Puisque la réglementation interdit que si vous avez proposé une épreuve, ne donnez rien de semblable à vos élèves. Et pendant un certain temps. Lui qui est enseignant, il pense qu'il y a des établissements où ça se fait. Dans quel objectif? Dans l'objectif de permettre aux élèves de cet établissement d'avoir les meilleures notes. Parce que les établissements sont en compétition. Mais ce n'est pas seulement les établissements qui sont en compétition au Cameroun. Les communautés ethniques sont en compétition. Vous avez vu, je finis. Oui. Vous avez vu dans Facebook, l'année dernière particulièrement ou avant, des tas de publications où les gens sont venus me montrer que c'est la communauté qui passe le plus au bac. C'est la communauté qui passe le plus le concours de l'ENAM. C'est la communauté. Tout ce climat-là de compétition entre les groupes sociaux, que ce soit des groupes sociaux de type ethnique, que ce soit des groupes sociaux de type appartenance à une école, que ce soit même des milieux, et je vais plus loin, que ce soit des milieux ésotériques, c'est-à-dire Rose-Croix, machin, tout ça, c'est à court. Tout ça à court. Et donc tout ça favorise la fraude. C'est le délitement moral qui est à l'origine. Parce que je vais vous dire, si le gars qui est à la reprographie prend une épreuve, bon, admettons, il envoie ça à un étudiant ou à un parent qui lui a donné de l'argent. Mais pourquoi ça ne s'arrête pas là? Pourquoi ce n'est pas seulement le seul enfant de ses parents qui a ça? L'enfant va donner à son ami. Mais pourquoi ne peut pas l'enfant donner à son ami? Pourquoi ne pas donner à son ami? On pouvait lui dire non, c'est pour toi seul. Gardez ça pour toi seul. Il y a une solidarité négative aussi. Hein. Je ne dis pas au contraire. C'est cette solidarité négative qui fait que à l'ENAM, certains enseignants vont donner les épreuves à leur communauté. C'est la même solidarité négative. Alors, Charles, qui gangrène. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la précarité. Raoul... À laquelle je ne suis donc pas d'accord, parce que conformément à ce qu'il a dit, et c'est ça que nous disons aux fonctionnaires, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec le système, ne le détruisez pas, sortez, allez faire valoir votre talent ailleurs. Merci beaucoup. On vous paye mal, tout le monde est d'accord, mais le mauvais salaire me justifie. Vous avez évoqué la question de la précarité. Patrick et Raoul n'étaient pas tout à fait d'accord avec vous. Mais pourtant, on entend quotidiennement les enseignants de ce que ils vivent mal, ils sont les parents pauvres de l'éducation. Est-ce que cela ne peut pas encourager un enseignant à prendre de l'argent décidément de dispatcher les épreuves? Ce soir est un soir de consensus. Il me revient tout à fait, j'entends tout à fait ce que dit M. Limbilobé. Je n'ai pas justifié. Je dis mea culpa si je l'évoque à l'occasion d'une fraude. Si on parlait des conditions sociales des enseignants, hors fraude, je pense qu'il m'aurait entendu mieux. Ça n'est pas une justification. Je considère aussi, comme l'enseignant,
comme des militaires qui des fois font comme si on est venu les prendre à la maison pour aller porter l'uniforme. Non, ils ont passé un concours. Et ils y allaient en sachant que leur métier c'est tenir les armes, c'est aller au front. D'accord? Ce sont nos vaillants soldats, mais qui ne fassent pas non plus comme si c'est un métier qu'ils ont choisi. D'accord? Voilà, donc mais alors vraiment, j'adhère à 100% à la thèse selon laquelle celui qui n'est pas content de sa condition peut changer. Il peut partir du public pour aller au privé s'il y a mieux payé ou changer même de branche, puisque le fait d'avoir été enseignant... Alors que dans le privé, c'est pas très fameux. Bon, Ils n'ont qu'à aller découvrir ça. Ils n'ont qu'à aller découvrir ça là-bas aussi. Hein. Non, ce que je veux dire, ça n'est pas une justification. Mais loin de moi l'idée de justifier justement ce délitement. Alors, est-ce que vous m'entendez dire que c'est donc la corruption ambiante qui favorise et encourage cette tricherie, cette fraude massive? Elle est endémique, elle commence dans la famille. Elle commence... mais dites-moi, comment pensez-vous qu'un enfant qui a été élevé comme il se doit puisse penser à tricher? Où pensez-vous qu'il puisse trouver de quoi payer l'enseignant ou celui-là, le réprographe pour les... Il faut qu'il y ait un parent. Il faut qu'il y ait un parent qui n'ait pas veillé à la bonne moralité de son enfant. Il faut qu'il y ait un enfant qui ait grandi au milieu de parents qui eux-mêmes sont de mauvaise moralité. Écoutez, vous êtes dans la circulation, vous voyez une dame, je dis bien une dame, donc une mère de famille, avec des enfants de 7 ou 8 ans derrière, qui brûle un feu. Et lorsque, à travers la vie, vous lui faites la remarque, mais madame, le feu était rouge, elle vous insulte. Quand vous lui rétorquez, bravo pour l'éducation que vous donnez à vos enfants, elle jette le regard en brousse. Mais en attendant, les 2 ou 3 enfants qui sont derrière son véhicule ont entendu. Et qu'est-ce qu'ils vont copier? L'attitude de la mère. En fait, il faut en revenir à comment dirais-je, à notre comportement individuel. Parce que ça, non plus, ça ne sortira pas d'un décret. C'est vrai, j'ai coutume de dire que le poisson pourri par la tête de rendre M. Biaé, le RDPC, responsable de tout. Mais à un moment donné, il faut que chacun regarde droit devant sa porte. Est-ce que chez nous, ça va? Est-ce que quand vous vous levez le matin, votre fils, vous lui avez appris à dire bonjour aux gens qui croisent? Est-ce que vous avez accepté qu'il se promène avec un caleçon et le pantalon au genou? Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Ma génération, je pense qu'il y a qui l'a... Sauf que votre génération, pour la plupart sont en prison pour des fautes de gestion et ça... Mais c'est le même problème. C'est le même problème. Des gens qui... Attends, moi, non, je n'ai même pas pris tout mon temps, je lui donne... Non, c'est votre temps. Oui, je dis donc, quand vous dites que la première fois que je suis avec lui, ma génération... tu vas être très content. Ma génération... Je vais dire un détail. Vous l'avez dit, ma génération en question, je préfère laisser Abel et Louis décrire de quelle génération il s'agit. Parce qu'il faut bien circonscrire. L'essentiel de ma génération était paupérisé. Moi, je suis d'une génération sacrifiée. Mes enfants, pareil, et probablement mes petits-enfants, pareil. C'est ce qui me met souvent en rage. En rage. En rage. Parce que j'ai eu le bénéfice, contrairement peut-être aux jeunes qui sont sur ce plateau, de connaître un autre Cameroun. Et quand je vois celui-là, des fois quand je le raconte aux miens, ils ont l'impression que je leur parle d'un mirage. Non, ça a existé. Et malheureusement, la petite centaine de personnes dont vous parlez, qui sont d'ailleurs mes aînés pour la plupart, hein, parce qu'on me dit de ma génération, sauf si on prend 10 ans au-dessus et 10 ans en dessous, pour ceux-là, vraiment ils ne sont que 1/10000000 de ma génération. Pour l'essentiel, quand je regarde mes camarades dans la rue, j'ai honte. Hein. D'accord, avec très rapidement 1 minute, pour être en phase avec, pour une fois en phase avec Charles Dicot. C'est un problème de société. On va passer pour rien. Mais je veux simplement dire que comment vous expliquez que quelqu'un qui est de famille pauvre, qui n'a jamais volé au jardin, à l'école primaire, au secondaire, qui va à l'école, il passe ses examens, CEP, probatoire, BPC, probatoire, BAC. On ne l'a jamais traduit au conseil de discipline au lycée pour vol ou ceci. Il va à la fac, il sort, il va à l'ENAM, il sort. Il fait même des stages à l'étranger. Il vient le jour où il est en charge d'un budget, il commence à voler. Vous expliquez ça comment? Il trichait probablement avant. Ah non. Non, c'est qu'il est dans un milieu... S'il ne triche pas, il ne sera pas là où il est. C'est le délitement des valeurs. À partir du moment où vous êtes entré dans un environnement où on veut savoir le nombre de bacheliers Douala qu'il y a eu pour dire que les Douala sont les plus forts. À partir du moment où on veut savoir celui qui construit une maison de 10 étages, donc vous ne vous expliquez pas la provenance des moyens
vous le connaissez au quartier, vous savez ce qu'il a fait comme étude, vous savez quel est son gagne-pain. Vous savez, dernièrement, une télévision, c'est parce que moi je considère que vous n'êtes pas... allons-y, s'il vous plaît. Patrick attend de parler. A fait une interview, enfin une émission, où on a donné la parole à des filles dont une sortait avec quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. À chaque rencontre, lui remettait un gros paquet d'argent. Puis c'est une maman d'à côté qu'elle entend en train de parler une langue maternelle. Et la fille comprend cette langue malheureusement pour elle. Lui dit, elle parlait d'elle, la fille. La maman parlait de la fille en disant que voilà celle-ci qui est aussi venue perdre son temps ici. Un jour, la fille va donc demander à la maman là que pourquoi toi tu m'insultes? Moi je viens chez mon copain ici. Et la maman lui dit, est-ce que tu sais ce que ton copain fait avec l'argent pour te donner l'argent là? Va donc voir ce qu'il fait. Elle monte dans la mezzanine, elle trouve des fricots avec les ossements humains et des tas de trucs et des tas de trucs. Quand vous voyez quelqu'un afficher un certain train de vie, qui manifeste. à l'intérieur de la famille même, est-ce que vous vous posez la question? Ne dénoncez pas. Tout le monde semble aimer ça. Est-ce qu'avec cette fraude aujourd'hui qui est décriée, on a un peu d'une façon ou d'une autre dévoilé un système qui déjà a dévalorisé de manière criarde le système éducatif? On a un vrai souci, ça il ne faut pas se le cacher, on a un vrai souci et ce souci ne concerne pas malheureusement simplement le secondaire. Ce souci concerne aussi l'université camerounaise. Je crois qu'il y a à peu près 8 ans, j'avais rédigé un petit article qui était intitulé « La fabrique du cancre ». Pourquoi la fabrique du cancre? Parce que nous sommes en train d'arriver à une situation dans laquelle l'université et le système éducatif ne va plus être configuré pour produire l'élite de la société. À cause d'un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués ici. Par ailleurs. Parce que la norme, c'est devenu la coûte chère, c'est-à-dire que malheureusement, c'est en train de devenir la norme. Et je suis désolé, ça part de l'école primaire. Parce que quand tu as un enfant qui n'a pas eu la moyenne et que le parent s'arrange à faire en sorte que soit il change d'établissement, soit il aille systématiquement, même s'il reste dans le même établissement, en classe supérieure, ça donne une indication. Ça donne une indication claire, parce que les parents sont très intrusifs. Ils ne veulent absolument pas que leurs enfants reprennent, même quand ils n'ont pas le niveau. Mais quand vous avez fait ça 2 fois, 3 fois, vous imaginez que l'enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Ce que l'enfant comprend, c'est qu'il n'est pas très important de travailler parce qu'on peut continuer à avancer, même si on a un niveau très moyen. C'est le message que vous faites passer à votre enfant. Et puis, quand ils deviennent un peu plus autonomes, ils développent eux-mêmes diverses stratégies. Moi, j'aime bien rappeler cette expérience. La première année où je dispense un cours à l'université de Douala, c'est en 2006. Et vous avez un jeune homme qui vient me voir et qui me dit, bon, monsieur, vous êtes bien gentil, mais nous, on veut savoir comment on peut faire pour valider votre UE. Donc, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez en nature ou est-ce que vous voulez en espèces? Donc, soit ce sont les filles, soit c'est un peu d'argent. Ça existe. Ben, et quand je lui dis que moi, ça ne m'intéresse pas, vous savez ce qu'il me répond? Tout le monde a un prix. Un étudiant. Un étudiant. Il a tout le monde a un prix. On a l'université. Ça m'a tellement marqué que je n'ai jamais oublié ça. Mais c'est ça. Ce sont les valeurs que nous inculquons à nos enfants. Ce sont les valeurs que nous inculquons à nos proches. Il faut cesser d'accuser l'État. L'État n'a rien à y voir. L'État a ses fragilités. On ne peut pas dire qu'il est totalement... il n'est pas responsable de ce qui se passe. Il a une partie de la responsabilité. Mais nous, en tant que parents, nous, en tant que famille, qu'est-ce que nous faisons?
C'est nous qui cherchons à acheter les places. On ne dit pas à un enfant il faut travailler parce qu'en travaillant tu peux réussir. Ce qu'on cherche, c'est le réseau. C'est le réseau qu'on cherche. On ne cherche pas à créer les conditions pour que l'enfant excelle. Parce qu'en excellant, il réussira de toutes les façons. On cherche le réseau où on va payer 3 millions. On cherche le réseau où on va payer 4 millions. On cherche le réseau ethnique. Parce qu'il va entrer parce qu'il vient de telle région ou de telle région. Comme il y a l'équilibre régional, même s'il a 6 de moyenne, comme il est de telle région, il entrera forcément. Et quand il est entré, il en sortira. Mais qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, la bêtise a tendance à se reproduire. Et elle se reproduit plus vite que l'excellence. C'est ça l'ennui. Tu as oublié, La bêtise est au-delà. tu as oublié ceux qui, à l'occasion de ces examens, ce n'est pas les parents qui viennent les voir. C'est eux qui créent les conditions parce qu'ils veulent utiliser l'examen comme une rente. Tout à fait. Il y a aussi cela. Hein? Mais j'allais y venir, parce que quand je dis que la bêtise a tendance à se reproduire, c'est quoi? Mais cet individu qui est devenu enseignant demain et qui a utilisé la courte échelle tout le temps, vous pensez qu'il fait quoi? Quand il est enseignant, il a son Sherpa qui est un rabatteur. Oui. Ce dont parle M. Limbilomé. Il a son Sherpa qui est rabatteur. Donc il va aller voir les gens pour dire, bon, vous savez, on peut trouver un arrangement pour vous. Hein. Une fille pour les filles, un garçon. D'ailleurs, il s'arrange souvent à composer des sujets tels que vous n'avez aucune chance de valider. Parce que de toutes les façons, la validation, ça se négocie. Ça ne se valide pas Par les connaissances. par la connaissance. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais c'est nous qui sommes en train de créer ces conditions-là. Et malheureusement, que ce soit dans le supérieur, que ce soit dans le secondaire, que ce soit à l'école primaire, c'est en train de devenir la norme. Vous avez des enfants qui font la CIL, le cours préparatoire, ils ne savent ni lire ni écrire. Mais ils ont 16, 17 de moyenne. Je trouve ça extraordinaire. Ça fait quelques années que moi j'ai fait Petit génie aussi. petit génie, et vous ne savez ni lire ni écrire. C'est ce qu'il a dit. Mais on veut des performances. Vous ne savez Des performances, les enseignants sont complaisants. Vous ne savez ni lire ni écrire. Si vous êtes un petit génie, vous savez lire et Il y écrire. a 4 ans. Moi, je n'étais pas un petit génie, mais quand j'arrivais à la CIL, je lisais mon livre de la première page à la dernière page. Le premier jour, je n'étais pas du tout un génie. Mais eux, ils vont au cours élémentaire et ils ne savent pas encore lire. Ils ne savent pas encore Au écrire. moins écrit. Mais il faut voir les notes qu'ils ont. C'est ce qui est extraordinaire, parce que bon, qu'ils y aillent même avec 10 de moyenne, 11 de moyenne, on va comprendre qu'ils rament. Non, ils ont 16, 17 de moyenne. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est ça l'excellence. D'accord. Alors, je l'enseignant, Raoul. Le problème c'est qui maintenant? L'enseignant, le parent ou le système lui-même? Alors, Frédéric, vous allez me permettre de dire quelque chose, ça peut être cru. Dites-le crûment. Je suis un peu égaré de la manière, n'est-ce pas, dont le débat est orienté. Parce que si j'ai bonne mémoire, lorsque on va dérouler, n'est-ce pas, de l'émission, on devait discuter sur la question de la fraude au baccalauréat. Je me rends un peu compte. C'est un exemple qui parle davantage et qui nous permet d'ouvrir de façon large sur le système en lui-même. Je me rends vraiment compte que on est en train d'aller un peu dans tous les sens parce que c'est un peu comme si on fait le procès de l'école, surtout que j'ai un peu comme l'impression qu'on est dans une vision presque apocalyptique ou bien pessimiste de ce qui se passe. Alors, est-ce que la vision est apocalyptique ou pas? Elle n'est pas loin de l'être. J'ai comme l'impression qu'on est dans une vision presque apocalyptique. Une minute. Pessimiste de l'école. Vous voyez, Je vais repréciser quelque chose. 30 secondes, je ne serai pas long. Je crois que lorsqu'on parle de fraude au baccalauréat, c'est un prétexte pour parler de la fraude dans le système éducatif. Nous ne sommes pas, personne n'est sorti du sujet ici. C'est-à-dire que tout ce que nous disons nous ramène à la fois dans le sujet, mais nous permet d'en déborder pour parler de ce qui se passe dans le cycle inférieur et dans le cycle supérieur. Donc on n'est pas sorti du sujet. Ok, merci pour cette vidéo. Mais ce que je veux quand même qu'on reconnaisse, c'est que le problème de la fraude
dans les examens organisés par l'OBC, en fait, était un phénomène marginal. Parce que, disons-nous la vérité, depuis la création de l'OBC, si j'ai bonne mémoire, d'abord en tant qu'élève aujourd'hui, en tant qu'enseignant, le problème n'a jamais connu l'ampleur qu'il connaît aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui se passe véritablement? Il faut qu'on le dise. La création de l'OBC par l'État du Cameroun visait plusieurs objectifs. L'un de ces objectifs, c'était d'autonomiser la gestion des affaires par une structure neutre qui devrait permettre à l'État du Cameroun de redorer au système éducatif ses lettres de noblesse. Vous savez très bien, c'est moi si vous êtes de mauvaise foi, que lorsque Zakari Batogo gérait l'OBC, l'Office du baccalauréat du Cameroun, on ne s'est pas véritablement trouvé dans une situation où on posait la fraude comme la règle et la non-fraude, si cela existait, comme l'exception. En fait, il faut savoir que s'il y a une organisation, une structure au Cameroun, comme on dit que tout le marche pour le Cameroun, s'il y a une structure qui a toujours bien fonctionné, c'est l'OBC. Ah bon? Oui. S'il y a une structure qui a toujours bien fonctionné, c'est l'OBC. Le phénomène de la fraude est un phénomène marginal. Ce qui se passe dans cette année, c'est quoi? Il faut qu'on dise la vérité aux téléspectateurs de NTN. Ce qui se passe cette année, c'est que le phénomène qui était marginal a été amplifié par les réseaux sociaux et c'est doublement amplifié par la nature des sanctions que Madame le ministre des enseignements secondaires a eu à infliger à ceux que je vais appeler, vraiment avec beaucoup de douleur dans le cœur, les coupables. 7 au total. 7 au total. Parce qu'il faut qu'on le dise clairement. En vérité, on ne peut pas douter de la crédibilité du processus de certification, mais on peut de certification des candidats aux examens OBC. Mais on peut s'indigner de l'ampleur que la fraude a eu à prendre cette année et de la manière dont cette fraude a été gérée. Et c'est pour cette raison, seulement que je suis sur ce plateau de télévision. Parce que ne faisons pas. Parce qu'à voir les choses telles qu'on voudrait les décrire ici, on voudrait remettre totalement en question les compétences que nous avons eues en tant qu'élève. Moi j'ai eu le baccalauréat, moi j'étais au lycée scientifique de Bertois. C'est les années 97-98. Je n'étais pas aussi piètre que ça. Je suis entré à l'école normale supérieure, j'étais major de ma promotion. C'est quand même la preuve que je n'ai pas reçu une mauvaise formation. Je ne pense pas que le docteur Rifou qui est assis ici peut jeter la main sur le cœur que la session, n'est-ce pas, au cours de laquelle a eu le baccalauréat, a été véritablement, n'est-ce pas, polluée par la fraude. Je crois plutôt que deux hypothèses de lecture. La première hypothèse de lecture, vous allez m'excuser, monsieur Elie Milobert. Je cherche à comprendre. Je fais un glissement politique. La première des choses que je peux dire, n'oubliez pas que nous sommes dans une logique de fin de règne, que ça vous intéresse ou pas ici. Et que les mains tapis dans l'ombre ont voulu. Les mains tapis dans l'ombre qui peuvent venir de partout, que ce soit du Cantal, du RDPC, Il ne veut pas pour Cantal, c'est là. du Cantal, du Je suis le seul parti, je suis la seule organisation politique qui n'a pas de militants. Vous êtes le seul parti qui a plus de dirigeants que les militants. Non. Ok, c'est pour dire que on ne peut pas aujourd'hui penser ce qui se déroule, ou bien ce qui s'est déroulé à l'OBC, indépendamment d'une logique de fin de règne. Vous savez que quand Zakari Batogo, le directeur, quittait l'OBC,
les questions de fraude commençaient à se populariser. Il y en avait qui estimaient que la longévité à l'OBC était un problème pour leur propre promotion administrative. Et on commençait à tirer les marrons du feu. Batogo est allé à la retraite, Minkoulou est venu. Minkoulou est venu, il a commencé le ménage. Il faut qu'on le dise la vérité, il y a beaucoup de mécontents. Moi, je suis de ceux qui pensent que, bon, Madame Laloba Lyonga, je ne dis plus le plateau. Moi, je dis qu'elle est même ma chanceuse. Hein. Elle est ministre, elle est ma chanceuse. C'est mon ministre. Elle est ma chanceuse parce que elle hérite des ministères à problème que Ngale Bibé a essayé, n'est-ce pas, de redresser. Disons la vérité. Elle a essayé de redresser le ministre. Mais les habitudes ont la peau dure. Je pense que le travail que l'Office du baccalauréat de Cameroun, chapeauté par Madame la ministre d'enseignement secondaire, a toujours été un travail qui va dans le sens de garantir aux diplômes, n'est-ce pas, qu'on délivre aux élèves, hein, de garantir à leurs diplômes leur valeur, que ce soit au niveau national ou international. Ça me gêne tellement qu'on suit de ces questions de cette manière-là, parce que certains médias parlent des remaniements ici à tort et à travers. Et il y a les organes de presse à gage qui tirent sur X, qui tirent sur Y. Bon, on ne peut pas aussi dire que... C'est ça le climat que nous oui, on peut pas aussi dire qu'il n'y a pas dans ce qu'on dit, ce qui peut être vrai, mais on va reconnaître, au-delà de ce que nous, les syndicats, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, nous reprochons, n'est-ce pas, à la manière dont ces affaires-là sont gérées, on peut quand même se dire que ces choses sont neutres. Et moi j'ai dit, il y a, n'est-ce pas, du mille à moudre, et à partir de ce moment, on doit aussi parler de ces choses en prenant aussi en considération ce qui est fait des biens. Et l'effort que les uns et les autres font pour faire redonner au système éducatif, c'est l'être une noblesse. L'enseignant me dit qu'à l'Office du baccalauréat, qui est l'organe en charge de l'organisation de ces examens officiels, on savait que le phénomène existait, mais il n'était pas suffisamment criard. On essayait tant bien que mal de tordre le cou à ce phénomène-là, mais pourtant, on n'y est pas arrivé. On va dire quoi? L'œuf a finalement explosé sur le visage des uns et des autres et sur la place publique. Ça choque, ça fait mal, mais c'est pourtant la triste réalité. Est-ce qu'on doit pouvoir allier ce malaise, ce mal sociétal au phénomène politique ou ce qu'il a appelé fin de règne ou activité malsaine de ce quelques acteurs politiques? Vous savez, je ne suis pas partisan de la dilution de la responsabilité. Les responsabilités sont politiques. C'est la politique qui gouverne. C'est la politique qui définit les valeurs. C'est elle qui les implémente. C'est elle qui doit veiller à ce que ces valeurs ne périclitent pas. C'est la politique. Je parle dans le discours que nous tous nous sommes responsables. Hein? La politique ne définit pas les valeurs. Bien sûr que les valeurs elles-mêmes existent. La politique, bon, ça c'est un débat philosophique dans lequel je ne suis pas. Oui. La politique définit les valeurs. La preuve c'est que tu es la prédominance de l'immoralité dans la société. Vous l'imputez à la politique, non. Vous l'imputez à l'incompétence politique. Tu étais en train de dire tout à l'heure que l'office du baccalauréat a été très performant. Je vais te dire que non. Quand j'ai eu mon bac en 84, on a proclamé le résultat là en juillet. Il fallait s'inscrire à l'université Yaoundé. Nous sommes partis à l'université. On est parti au ministère de l'Éducation. On a ouvert les livres comme ça. Nous avons signé, on nous a donné nos bacs. Mes enfants sont diplômés de l'école de l'enseignement secondaire. Aucun n'a son diplôme entraîneur. Quelle année, M. Limbilobé? Mon premier année, ben, je te donne seulement, mon premier fils est en 5e et en 4e année de l'université catholique. Quelle année? Ben, je te dis qu'il est en 4e année, même si c'est quelle année, il n'a pas son bac entre les mains. Les bacs sont... Je ne sais pas. Non, le bac est... Non, c'est vous qui le dites. Quand ça veut dire que c'est 2016. Les bacs 2016 sont dehors. C'est vous qui le dites. Non, c'est vrai. Je te dis, attends, voilà, toujours c'est ça qui est retiré. Non, attends, c'est ça qui est mauvais. Non, monsieur Limbilo. Laisse-moi faire. Bon, tu es en train de m'empêcher de parler. Il faut dire la vérité aussi. Mais je vous dis la vérité. Moi, je vous dis que
quand j'ai eu le mien, c'est 2 mois après. Toi, tu veux m'expliquer qu'il y a 4 ans, c'est déjà venu. Est-ce que c'est venu l'année où il a eu ça? Non. C'est parce qu'on dit ça d'abord. Voilà. Vous dites que le dit que jusqu'à maintenant il n'a pas le bac. J'ai dit c'est faux. Bon, moi c'est ça que je comprends ta posture de fonctionnaire syndicaliste qui veut plaire au ministre et à l'opinion. Laisse-moi finir mon propos. Si ça y est, Quand j'ai eu mon probatoire, c'est ce qu'il veut dire. quand j'ai eu mon probatoire, je ne me rappelle pas être parti le chercher quelque part. On l'a amené au lycée UV. Moi, c'est venu pour valider On l'a amené au lycée UV, c'est à la direction, dans le bureau du proviseur qu'on passait retirer nos diplômes. Les baccalauréats. Vous êtes arrivé à une époque, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi je sais que c'est l'incompétence doublée de la mauvaise gouvernance qui fait que, avec tous les instruments modernes qu'on a, cette modernité n'agit pas sur le résultat que vous présentez aux gens. Vous avez aujourd'hui, quelqu'un fait le CEP, il n'a pas son CEP à la rentrée scolaire. Les bacs 2016 sont disponibles. Il n'a pas, je ne sais pas. C'est toi qui dis ça. Moi j'ai envoyé ma fille chercher ma dernière fille qui va faire Form 5. On fait le bac Form 5, non? Non. Form 6. Enfin 6. Enfin 6 pour le secondaire. Voilà, elle va faire son bac là. Elle est partie chercher son CEP. Son CEP. C'est le seul CEP que je n'ai pas encore eu. Il y a quelques mois. Elle n'a pas ça. Bon, vous êtes assis ici en train de nous. Moi, je vous dis ce qui me concerne. Sauf si vous avez l'outrecuidance de me prendre pour un incantateur qui veut simplement démontrer que ça va. Et ça marche mal. J'ai parlé du bac. Mais moi, je vous parle de tous les diplômes. Pourquoi vous parlez du bac? Le bac, le probatoire, ce sont les diplômes que notre système éducatif délivre. Fragmenter les institutions comme vous voulez. Je vous dis donc que votre fils du bac n'a pas mieux réglé les problèmes que le ministère de l'Éducation de l'époque. Et l'argument de l'effectif n'est pas recevable. Parce que vous avez toutes les technologies aujourd'hui pour vous permettre de gérer ça. Pourquoi un enfant passe le bac, se met à s'inscrire à l'université, première année, deuxième année, il n'a pas le parchemin entre les mains. Il travaille avec non, même pas l'attestation. Non, la liste est déjà admise. On a souligné son nom comme ça avec le stabilo. C'est ça qu'on remet aux gens. Tu es en train de me dire que non, je peux partir chez moi ici maintenant avant la fin de l'éducation, de l'émission, j'ai amené ça ici. Vous comprenez? Je ne suis pas quelqu'un qui fait du chauvinisme. Je ne critique pas le gouvernement. Il est en train de parler de ses propres enfants. Je ne critique pas le gouvernement pour parler. Et quand je vous le dis, moi j'appartiens à une famille où nous sommes 4. Tout le monde a ses diplômes. Du certificat d'études primaires jusqu'au diplôme les plus élevés. Donc c'est une coutume chez nous d'aller prendre les diplômes et venir les archiver. C'est une coutume. J'ai le certificat d'études avec les 2 premiers garçons. La dernière fille n'a pas encore. Pourtant, elle va déjà faire le GC, le GC Advance et le 20. Elle va bientôt le faire. Non, ne faisons pas de la défense des intérêts comme ça. C'est catastrophique sur ce plan-là. Battez-vous, vous qui êtes là-bas, pour conserver les valeurs traditionnelles qui ont crédit. Et je termine en te demandant, pourquoi vous avez supprimé l'oral? Ah ben voilà la question. C'est une question. Vous avez supprimé l'oral parce que, avant même l'office du bac, l'oral était déjà le lieu. Ça veut dire que, justement, il y a une volonté d'améliorer le système pour le crédibiliser davantage. C'est-à-dire que si on a supprimé l'oral, parce qu'il fallait combattre la corruption, c'est justement parce que... Mais je c'est que quand il y a une institution, ça veut dire que ça veut dire que
on devait maintenir l'oral. Non, on devait combattre la fraude. En quoi est-ce que l'oral du système éducatif? Il y a quelque chose de plus C'est la corruption qui est problème, c'est pas l'oral. Même si on supprime. S'il vous plaît. Je vous rappelle que l'oral n'a pas été totalement... Qu'il y avait à on l'oral... avait d'abord supprimé. Dans l'enseignement bilingue, l'oral. C'est-à-dire qu'il revient, ça veut dire qu'on n'a pas totalement évacué l'oral dans l'enseignement général. Pour dire qu'il y a l'oral dans l'enseignement bilingue. Le monnayage qu'il y avait à l'oral existe toujours quand on fait la pratique pour les diplômes de probatoire, de baccalauréat et même de CAP. Vous voulez donc dire, vous qui êtes du représentant du RDPC, que tous ceux qui réussissent à l'examen probatoire, baccalauréat, dans l'enseignement technique, n'est-ce pas, ont monnayé à la pratique. C'est une institution. S'il vous plaît. Alors, Charles, On se plaint de ce que tu sais. le ministre a tapé du poing sur la On table. attend que tu aies tes enfants merci. pour attendre d'avoir toi-même tes enfants pour Après comprendre cette ça. affaire, Toi qui es passé par s'il vous là. plaît, avec. Ma fille a merci. eu le bac D l'année dernière. Tu as fait l'oral, non? Tu as fait l'oral. Vous pouvez éviter de rentrer dans le jeu de M. Limbilobet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, M. Mopi. Alors, le ministre a tapé du poing sur la table, une enquête a été diligentée et d'ailleurs on reproche à ces personnes suspendues négligence. Mais heureux que finalement, en tapant du poing sur la table, on lance un cri d'alarme et d'alerte vis-à-vis des probables ou des potentiels activateurs ou acteurs de cette fraude qui semble avoir pignon sur rue dans les examens. Juste préférer que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Elles ne sont pas jusqu'au bout? Pas des mesures conservatoires, mais des mesures définitives. Parce que s'il s'avère que lorsque ces enquêtes seront plus fines, qu'on en arrivera, par exemple, l'exemple qu'a cité M. Elimi tout à l'heure, de rentrer dans les portables, etc., si ça n'a pas encore été fait, je pense que ça n'a pas encore été fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres sanctions que celles qui ont été prises pour l'instant à titre conservatoire. Je crois avoir souvenance que des noms ont été cités lors de la conférence de presse de Madame la ministre. Il y a de donner les noms des enseignants. Quelques-uns de tes collègues, Raoul. Oui. Ils sont quoi? Et bon, voilà. Ce sont des noms qui ont donc été livrés à la vindicte populaire, alors que ne sont pas encore définitivement coupables. Et on ne sait pas, on n'est pas certain que ça s'arrête à ces 7 personnes-là. Et ça m'étonnerait énormément qu'il n'y ait que ces lampistes. Première des choses. Deuxième des choses, pour une faute aussi grave, aussi lourde, d'impact comme de tout point de vue, qu'est-ce que représente 3 mois? Vous pensez vraiment que ce sont ces 3 mois-là qui sont le signal fort? Est-ce que ce qu'ils sont supposés avoir récupéré de cet argent de fraude, c'est pas plusieurs fois leur salaire, même un an de salaire? 3 mois, c'est quoi? Ils vont continuer à dispenser des cours particuliers à la maison. Après les 3 mois, là, ils vont le faire. Non. Quand un élève est pris en flagrant délit de fraude à l'examen, nous savons à quoi il est, pourquoi les enseignants et pourquoi ceux-là, à quoi ils s'exposent, de quoi il est frappé. Au minimum, c'est 1 an, sans pouvoir repasser l'épreuve, sinon plus. Pourquoi les enseignants... Il n'y a pas une peine d'emprisonnement. Non, c'était l'enquête administrative. Voilà. Non, pour les élèves, non. Je sais que les 3 quarts du temps, ils sont des mineurs, je ne pense pas. Mais je sais qu'il y a au moins 1 an ou 2 ans, donc eux auraient 3 mois. Ça n'a pas de sens. C'est le signal vis-à-vis de qui? Puisque le signal doit aller des deux côtés, du corrupteur comme du corrompu. Parmi ceux qui ont pris les épreuves, comme j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un sur le plateau, je ne me souviens plus qui, pourquoi ne parle-t-on pas de ces parents-là? On aurait dû les indexer tout autant, et les enfants tout autant, parce que ces enfants-là, si leurs parents ne savent pas qu'ils sont incriminés, allez, extrapolons. Il peut y avoir un enfant débrouillard ou qui a dit qu'il avait besoin de quelque chose alors que cet argent était destiné à aller acheter des épreuves. Mais vaut mieux que ses parents le sachent. Il y a des parents qui ont aussi mis de l'argent de côté, qui eux-mêmes sont allés au front pour ramener ces épreuves aux enfants. Mais ceux-là, être frappés au même titre que les enseignants, doivent même aller en prison. C'est ça qui sera le signal fort. C'est ça qui sera le signal fort. Alors, est-ce qu'on a caressé un peu
ces enseignants, 7, hein, si vous permettez. Je voulais pas me livrer à ce jeu de donner ces noms, mais tout de même, ces noms sont aujourd'hui rendus publics à travers le communiqué qui a été rendu, qui a été servi à la presse. Alors, il y a M. Ngoumti Célestin de Paul qui est plègue, hein, et qui est chef service. Nous avons M. Bonazaché, plègue également, cadre détaché. M. Sekbe, plègue, cadre détaché. Ceux-ci sont de la reprographie de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Nous avons également Madame Ngantimi Léontine Éloise, agent décisionnaire, secrétaire de la reprographie à l'Office du baccalauréat. Monsieur Ayatou Issa Junior, agent de maîtrise, agent de bureau. Monsieur Abbé Nangono Gabriel Noël, agent de maîtrise également à l'Office du baccalauréat. Et puis monsieur ou Madame Mimfumu Mfomo Valérie, également agent de maîtrise, secrétaire à l'Office du baccalauréat du Cameroun. Non, disons qu'il faut qu'il y ait un conseil de discipline qui siège avant que des sanctions plus lourdes puissent être prises, parce que il n'appartient pas, peut-être que Raoul me corrigera, il ne me semble pas qu'il appartienne à la ministre de prendre des sanctions qui puissent être des sanctions définitives. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'entends ce que dit Charles, hein, mais l'enquête judiciaire, c'est à l'enquête judiciaire qu'il appartient d'élargir la chaîne des responsabilités. Il me semble que dans le cadre de cette enquête, qui est une enquête administrative, on ne pouvait s'arrêter qu'à donner les noms des responsables, des agents de l'État qui ont été impliqués. Mais ça ne signifie pas que l'enquête n'a pas relevé, puisque l'Antique a participé à l'enquête ainsi que la police judiciaire. Ça ne signifie pas qu'on ne sait pas, on n'a pas connaissance de l'ensemble de la chaîne qui a participé à la fraude. Et dans cette chaîne, il y a certainement des parents, il y a peut-être des élèves. Mais de l'État. Oui, mais là, on s'est limité à prendre des sanctions conservatoires. Il faut bien préciser, ce sont des sanctions conservatoires, c'est-à-dire que... C'est même pas des sanctions, c'est des mesures. Voilà, c'est des mesures conservatoires. Des sanctions. Ce sont des sanctions. Oui, ce sont des sanctions. Ils sont suspendus pour 3 mois. Mais est-ce que la suspension... En attendant les sanctions définitives qui seront probablement beaucoup plus Je lourdes. préfère donc le mot mesure conservatoire. Non, c'est sanctions. Il a été utilisé de manière abusive. En attendant les sanctions définitives qui seront prononcées ultérieurement. Maintenant, comme le dit le communiqué, c'est sans préjudice des poursuites judiciaires qui vont probablement être déclenchées à leur encontre. Et je crois que dans le cadre de l'enquête judiciaire qui sera ordonnée, on aura d'autres responsabilités. Donc la chaîne va probablement être élargie. Moi, tout ce que je peux dire, c'est je souhaite que les juges n'aient pas la main tendre à l'endroit de ces gens qui se sont rendus coupables de cet égarement-là. Ce n'est absolument pas acceptable. Et il faut que les sanctions qui vont être prises, il faut que les peines pénales qui vont être prononcées soient suffisamment dissuasives pour que d'autres n'aient pas envie de recommencer. Alors, on a souvent vu des peines dissuasives pour ce qui est des élèves, mais on n'a cesse d'enregistrer des cas de fraude au niveau des élèves. Aujourd'hui, on nous parle d'un niveau supérieur, donc un niveau plus élevé. Devrait-on frapper sévèrement ces personnes, même si elles ne semblent pas être les seules à être incriminées dans cette affaire de fuite des preuves? Alors, je pense que hier, sur un plateau différent au vôtre, j'ai eu, n'est-ce pas, à épiloguer suffisamment sur ces questions. Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, comme... Qui est très négatif. Monsieur Linguilopé, je ne suis pas quand même partisan de solidarité négative. Je veux quand même faire remarquer que lorsqu'on parle de sanctions, en termes de but ou de finalité, je pense que la sanction est d'abord corrective, parce qu'il s'agit de réparer le tort. La sanction est aussi préventive, parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse éviter, n'est-ce pas, les individus à plonger dans les mêmes dérives, mais elle aussi pédagogique, parce qu'il faut renseigner la communauté éducative et nationale sur les dangers, n'est-ce pas, de la fraude. Je suis d'accord. Je veux quand même faire remarquer, et ça c'est très important, que si on s'accorde sur ce que je viens de dire précédemment, on peut se demander si la sanction, n'est-ce pas, présentée ou bien infligée à mes collègues par Madame le ministre, peuvent véritablement viser
à corriger un dommage. N'oublions pas quand même que la reprise de 3 épreuves coûte cher du point de vue financier aux contribuables camerounais, du point de vue psychologique, affectif, avec cette reprise. Il y a plusieurs candidats qui ne sont plus présentés. C'est une session qui est allée en brousse. Et surtout du point de vue structurel, on a les collègues, les chargés de mission, qui ont eu, n'est-ce pas, à prolonger leur séjour dans des lieux difficiles. Mais c'est tout bien pour eux, parce que ça s'accompagne de quelques... Vous voulez parler des questions financières, je ne veux pas vous surprendre en vous disant quand même que jusqu'à présent, les primes qui accompagnent, n'est-ce pas, les déplacements chez les missions n'ont pas encore été payées. Moi, je crois quand même qu'il s'agit d'un sacrifice supplémentaire qui doit justement amener à questionner sur l'opportunité et l'efficacité d'une telle sanction et chercher à comprendre si véritablement cette sanction corrige, n'est-ce pas, un dommage que ces personnes ont eu, n'est-ce pas. Fallait-il prendre des mesures conservatoires ou il fallait frapper immédiatement en attendant les procédures judiciaires qui pourraient suivre ces mesures ou ces sanctions-là? Monsieur Frédéric, j'arrive. Du point de vue préventif, est-ce qu'on peut dire que la manière dont les collègues ont été sanctionnés peut aider à dissuader les potentiels candidats, n'est-ce pas, à la fuite ou à la vente des épreuves? Je peux bien m'interroger. Et du point de vue pédagogique et éthique, il s'agit d'une faute morale. Qui peut corriger cela? Je ne sais pas. Ce que je vais dire, pour qu'on se comprenne très bien, Frédéric, vous allez aussi m'écouter, c'est que le collègue de Copanelli, M. Charles, a commencé à parler de ces choses. Lorsque un élève est surpris en flagrant délit de fraude, c'est 3 ans. Lorsqu'un enseignant en salle de surveillance, parce qu'il somnolait, n'est-ce pas, se retrouve en tête d'être infligé une sanction de 3 ans. Lorsqu'il a raté l'anonymat, on va parler de tout guérir, retrait de confiance, 3 ans de suspension. Et puis dire, comme on dit au quartier, de manière laconique, que c'est les affaires des gens de Yaoundé. Que bon, entre eux, ils se comprennent. Peut-être, surtout qu'il faut questionner le mode de recrutement du sein de travail à l'EBC pour se dire quand même qu'il peut s'agir d'une fratrie et il ne faut pas frapper le frater de la manière dont on peut frapper n'importe qui. En vérité, il faut le dire aussi clairement, qu'il s'agit d'une situation véritablement désolante et grave, surtout quand ça touche la crème fleur de l'intelligentsia d'une république. Je suis un peu peiné de parler de ces choses parce que nous qui avons fait ce genre d'école, nous ne pouvons pas véritablement nous imaginer en train de soustraire les épreuves, n'est-ce pas, pour les distribuer aux uns et aux autres. Et vous avez parlé, n'est-ce pas, de la sanction. Je ne voudrais pas trop parler de la sanction parce que là, il ne s'agit pas de sanction quand j'ai évoqué les faits les faits moindres, mais qui bénéficient de sanctions lourdes. Pour dire en vérité que Madame le ministre, au lieu de sanctionner, a procédé plutôt à une sorte de caresse administrative. Elle a caressé les fraudeurs. Et c'est ça qui est le plus grave. Parce que, qu'on le dise véritablement, pour se plaindre que dans une situation comme celle-ci, Frédéric, je me serais attendu à ce que les collègues, je ne parle pas des 4 autres personnes, les collègues impliqués dans ces affaires soient d'abord suspendus de toute influence. Qu'elle dit suspendu, c'est-à-dire ils ne passent même plus s'ils travaillent à la scolarité ou bien quoi que ce soit. Deuxièmement, qu'on essaie de questionner les modes de recrutement de ceux qui travaillent à l'office du baccalauréat. Vous n'allez pas me dire, vous êtes un grand journaliste, si de mémoire de journaliste, vous avez vu coucher quelque part, n'est-ce pas, une offre de recrutement du personnel de l'OBC. Cela reste, n'est-ce pas, un secret, n'est-ce pas, soit du directeur de l'OBC, soit de madame le ministre de l'enseignement secondaire. Et dernièrement, parce que ce secret-là doit aussi interpeller sur la nécessité d'une enquête de moralité sur ceux qu'on recrute, mais aussi d'une enquête de compétence. Puisque dans tous les cas, vous savez, hier nous avons décrié une certaine conduite. C'est aujourd'hui qu'on a commencé à payer les frais, n'est-ce pas, des membres du secrétariat du protocole. Pour dire quoi? Pour dire que plusieurs responsables de l'OBC ont un sérieux problème avec l'argent. Et il faudrait qu'à ce moment, que les médias relaient suffisamment l'information afin que nous, qui depuis longtemps, le SNAES, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, nous, ce que nous revendiquons,
c'est la crédibilité des diplômes qu'on délivre à nos enfants et qu'on arrive à un niveau où qu'on refuse de délivrer les diplômes à ceux qui ne méritent pas. Parce que justement, si certains candidats ont la possibilité d'avoir les épreuves alors qu'ils ne sont pas en situation de composition, c'est qu'on parle d'une situation d'inégalité des chances. Je crois quand même qu'il y a, n'est-ce pas, ici, l'obligation d'une... Vous, Abel, l'enseignant, on le reconnaît, on n'a pas sanctionné la mesure de la faute qui a été commise. Quelles sanctions devraient être infligées à ces personnes aujourd'hui présentées comme les principaux acteurs de cette fraude dans cette session du baccalauréat? Non, je crois que le mot sanction conservatoire, c'est lui qui fait problème. Il n'y a pas de sanction conservatoire. Ça n'a pas de sens. Il y a sanction si les fautes sont établies. Ouais. C'est conservatoire comment? Si on dit que c'est toi qui as fait sortir les preuves, ça veut dire qu'on a fini l'enquête. On a trouvé. Et tu t'es défendu. Tu n'as pas pu prouver le contraire. À ce moment-là, la responsabilité du point de vue de l'administration. C'est pour ça que le communiqué se termine sans préjudice des poursuites pénales. Parce qu'en plus de la sanction administrative, vous pouvez faire l'objet de poursuites pénales. Surtout que la fraude est une infraction pénale. Et c'est une infraction pénale. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas parler de sanctions conservatoires, ça n'a pas de sens. C'est la mesure conservatoire, c'est-à-dire que les enquêtes sont en cours. Pour que vous n'interveniez pas d'une manière ou d'une autre, on vous met dans une situation où vous ne pouvez pas influencer. Mais s'il est établi après que vous n'êtes même pas le coupable, on vous remet dans tous vos droits. Donc on n'est pas dans un processus judiciaire. Une affaire vient de se produire, on a cerné un premier cercle de supposés responsables. Pour qu'ils n'interfèrent pas dans la suite des enquêtes, on les suspend. C'est ça qui est une mesure conservatoire. Ça n'a pas une valeur de sanction. Sinon, tout ce que Njikama dit est perfondé. Pourquoi vous allez sanctionner quelqu'un qui a fait sortir les preuves à 3 mois de suspension? Après, vous allez le retenir, le réhabiliter. En attendant éventuellement maintenant les poursuites judiciaires. Il n'y a pas de discussion avec l'enfant. On l'a pris avec les épreuves. On sait par exemple, en faisant la technologie tout à l'heure, MTN, Orange, etc., on trouve que le message ou la photo des épreuves a été envoyé à tel numéro. On trouve que c'est l'enfant de Njika, parce qu'il peut être c'est pas être l'enfant de... Bon, on trouve que c'est le père c'est qui? Charles Njika. Enquête. Bon, c'est pas ça. Le MSC, c'est pas une organisation de fraudeurs. Mais je dis simplement qu'à ce moment-là, on appelle l'enfant de Njika. D'accord? Lui, il ne va pas être dans un processus administratif. La décision, c'est que il va... Donc on devrait faire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que les 3 mois de suspension là ne sont pas des sanctions. C'est des mesures. Le terme est équivoque. C'est des mesures conservatoires. Il n'y a pas encore de... Et c'est ça qui me permet, moi, de comprendre que les recherches se poursuivent. Oui. Je dire comme ça, on a pris les gens au pif. Bon, maintenant, quand on peut venir trouver que le secrétaire de l'office n'y était pour rien. Bon, il a fini de faire son travail, toute la sécurité a été assurée à son niveau, ainsi de suite. Même dans la reprographie, là, on va arriver maintenant, on va trouver que ce n'est pas au niveau de celui qui est à la machine, que peut-être c'est celui qui a mis dans les enveloppes, parce qu'il doit mettre 50 pièces et peut-être 5% de surplus, il a donc mis une pièce en trop qu'il a prise là-bas, mais qui n'est pas entrée dans l'enveloppe, qui est allée dans son sac. Ou bien il a même mis le nombre qu'il faut, mais il a photographié. Mais il a photographié avec son téléphone. C'est pour ça que nous disons que tout ça là, ça va, c'est les spécialistes comment on appelle ça, des enquêtes de police qui vont faire tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je crois que je suis de ceux qui apportent tout le soutien à Madame le ministre dans cet exercice un effort pour purifier un peu son secteur de l'éducation. Je voudrais demander le même effort, le même.
au ministre des Domaines. Ah ben on en a parlé la semaine dernière. La Direction générale de la Sûreté nationale avec la vente des passeports. Merci beaucoup. Je remercie déjà le ministre de la justice. Pareil. S'il vous plaît, monsieur, on va lutte contre la SMS, s'il vous plaît. On aurait pu faire quelques propositions. On va pas les propositions en sortant. Non, on a encore quelques minutes. Ce n'est pas encore le moment des propositions, mais on y arrive progressivement. Le temps pour nous de lire quelques SMS qui sont arrivés. Bonsoir le panel. Pour Abel et Limbilobel, les diplômes sont disponibles. Peut-être qu'il faut améliorer le système de distribution de ces diplômes ou encore encourager les enfants à aller demander riche de Bonabéry, certainement avec son diplôme, moi j'en sais rien. Alors, bonsoir je vais envoyer les enfants là-bas demain. Si ce n'est pas disponible, je serai ici la semaine prochaine. On va dire que Raoul a dit que les diplômes étaient disponibles. Bonsoir à vous, s'il vous plaît, c'est des SMS. Bonsoir à vous en studio, Franck Lionel de Bertois, très beau thème d'ailleurs. Je félicite la télévision s'agissant des sanctions pour l'office du baccalauréat. Moi je pense qu'en élargissant la chaîne pour frapper les différents fraudeurs, on peut réellement toucher les parents et les élèves à leur tour. Ils ne sont pas épargnés, il faut le rappeler. Le mieux serait de laisser la situation comme l'a suggéré Madame le ministre des Enseignements secondaires. C'est ce que nous dit Francky Launay dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous, belle émission. Nafia a eu le CEP depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais eu son diplôme. Alors qu'une SONBAF, des téléspectateurs qui nous écrit des SEC Makepe, les sanctions infligées aux responsables de la reprographie suite à la fraude survenue à l'examen du baccalauréat session 2020 a toute sa raison d'être. Quel avenir pourrait-on envisager pour les jeunes Camerounais sans niveau? Mais il faut comprendre qu'il existe un circuit bien huilé dans lequel s'opèrent des dynamiques et des collisions savamment orchestrées dans les interactions entre ceux qui sont chargés de la reprographie, les élèves, mais aussi par certains parents véreux à la moralité très douteuse qui se prête à ce sacrilège intellectuel, ce crime d'État qui constitue à se procurer des épreuves et à en prendre connaissance avant le jour dit en échange de fortes sommes d'argent. Pour y remédier, il faut une véritable remise en question de notre système éducatif. Il est impérieux que les familles, les cellules de base revoient l'éducation de leurs enfants ou de nos enfants, leur moralité, qu'elles prêchent par l'exemple, le respect des valeurs morales et traditionnelles qui sont le gage d'un développement social et économique. Le téléspectateur nous dit qu'il comprend très bien la posture de l'enseignant sur le plateau. Bonsoir le plateau. Je voudrais savoir pourquoi en 2020 au Cameroun, le transport des épreuves n'est pas encore numérisé. Pourquoi ne pas transférer au centre chaque épreuve par Internet 1 heure avant le début par impression? C'est Sabit de Ngaoundéré qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que cela traduit au niveau de corruption du système éducatif au Cameroun, achat de postes, absence de profit de carrière. Mohamed qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Le mal est plus profond qu'on veut nous le présenter dans le cadre d'enquête administrative, mais je pense que si chacun n'assume pas sa responsabilité, on est loin de sortir de l'auberge. C'est ce que nous dit ce téléspectateur dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Les valeurs morales sont mises à mal et c'est à raison du mauvais système éducatif que nous avons sanctionné, sinon radier définitivement ces fauteurs ou ces fraudeurs qui ont mis en mal les dérives qui sont déjà récurrentes dans notre système éducatif. Bonsoir à vous sur le plateau. Xavier depuis Jouvence à Yaoundé, très bon thème. Moi je pense que les coupables méritent d'être punis sévèrement. C'est ce que dit ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Surtout, merci. Et à quand les délibérations? Je n'en sais pas grand-chose. Peut-être qu'elles sont en cours depuis la fin des épreuves écrites. Bonsoir le plateau. Très bon thème. J'ai eu mon BPC en 2008. Je suis jamais rentré en possession de mon diplôme, mais que faire?
Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous rentrez dans votre délégation départementale ou régionale, vous vous renseignez, vous aurez la bonne information à cet effet. Bonsoir le panel, je crois que la sanction devrait aller au-delà de ce qui a été fait. Comment un parent peut-il se procurer les preuves pour son enfant? Quelle honte pour notre société. C'est ce que nous dit nos téléspectateurs. N'appelez pas à ces numéros de téléphone qui s'affichent au bas du petit écran. Nous n'avons pas la possibilité de prendre des SMS, mais nous prenons simplement des SMS sans appel. Alors, un dernier tour de table pour permettre à chacun de donner un dernier mot avant de sortir. Permettez que nous puissions commencer de fraude. Et même de bord, hein, quand on parle de fraude, nous allons dans la généralité. Dans la généralité. Bon, je pense que la perfection n'étant pas humaine, on ne peut que tendre vers cette perfection-là. Mais je souhaiterais surtout dire que dans le cas de l'espèce, et quand il s'agit d'une structure comme la structure dont parlait l'OBC, il y a des choses basiques aujourd'hui qu'on peut faire à partir du matériau disponible qu'il n'y avait pas à l'époque, où il fallait cacher, il fallait surveiller. Par exemple, pour ce qui concerne l'outil le plus utilisé aujourd'hui, qui est le téléphone portable qui permet de prendre des photos, de faire partir une information, on peut créer des zones blanches autour de cet endroit où est manipulé, où sont manipulés de tels documents. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous approchez à 100 mètres de cet endroit, vous n'avez plus ni réseau, ni rien du tout. Maintenant, comment les gens font-ils pour entrer déjà au sein de cet office avec des téléphones portables? Parce que vous pouvez ne pas avoir de réseau, mais prendre la photo, ça on ne peut pas vous empêcher de prendre la photo. Et sortir donc par la suite en faire l'usage que vous voulez. Parce que c'est à 95% par ce type de manipulation que ces informations sont sorties. Ça veut dire qu'il y a là-dedans, on a dû oublier aussi la société de gardiennage, etc., qui est supposée fouiller à l'entrée. Et là, mais vraiment, c'est sur une période tellement courte on doit pouvoir contenir ce type d'informations. Les actions sont souvent dues au facteur humain. Hein. Ce n'est pas... S'il y a eu des fuites, c'est parce que des individus ont décidé de faire fuiter les épreuves. Donc les premières mesures, ce sont des dispositifs qui permettent de dissuader la commission de ce type d'acte. Parce que Raoul a bien expliqué la chaîne, il y a des points dans la chaîne qui sont des points où le facteur humain intervient. La réprographie, les centres, ainsi de suite. Le dispatching. Voilà, le dispatching. Mais comment on fait pour sécuriser, pour faire en sorte que ceux qui sont dans ces lieux-là, à la réprographie, ne puissent pas être tentés de se livrer à des actes qui peuvent être des actes délictueux de nature à faire fuiter les épreuves? Il y a des solutions technologiques qui existent. Hein. Première chose, c'est la vidéoprotection. C'est-à-dire que vous travaillez, mais vous êtes observé en permanence, de manière globale. Il y a le boulage des ondes comme en Inde, comme en Chine. Ça, c'est pour... ceux qui entrent dans l'espace à le téléphone. La vidéosurveillance, déjà, c'est avec la vidéosurveillance, de toutes les façons, dans ces lieux-là, il y en a quelques-uns, vous êtes certain qu'à la moindre manipulation, de toutes les façons, tout le monde sait qu'il est suivi. Donc, vous serez moins tenté de commettre ces actes. Deuxième chose, il faut que les logiques des sanctions, mais moi je vais insister sur la vertu dissuasive. Il faut que les sanctions qui sont prises à l'encontre des uns dissuadent les autres de commettre les mêmes actes ultérieurement. Si cette vertu-là n'existe pas, les sanctions ne sont pas efficaces. Les sanctions peuvent-elles résoudre le problème de la fraude dans les examens officiels? Alors je pense que vous posez une très bonne question. Monsieur qui me reste une minute. Peut-être moins d'une minute. Je pense que vous posez une très bonne question et je vous prie que notre auditeur, enfin notre téléspectateur a proposé seulement qu'il faut qu'on s'assure, n'est-ce pas, de la couverture nationale du réseau. Là, c'est une très bonne solution. Vraiment. Oui, mais ça suppose aussi que dans chaque centre, il y a un matériel de réprographie. On dit la même chose. Bien sûr. Ça, vous voyez le coût que ça génère, une telle solution technologique. Le coût que cela génère, n'est-ce pas, n'est pas supérieur au coût que vraiment c'est renforcer la répression. Parce que si un élève sait que s'il est, n'est-ce pas, reconnu coupable de fraude, ou bien si un parent ou un acteur de la chaîne de reprographie, la chaîne de production de l'épreuve, c'est qu'il est
reconnu coupable, peut-être qu'il peut perdre même son emploi. Je suis sûr qu'il ne peut même le perdre. Donc si c'est qu'il peut perdre son emploi, il ne peut pas mettre sur la même balance, n'est-ce pas, les preuves qu'il soutient et puis là, il suggère. Parce que c'est aussi ça le travail des thèmes. Il faut suggérer à notre candidat, sûrement c'est un candidat, de suivre, n'est-ce pas, la chaîne nationale. Parce que c'est là-bas qu'on communique, n'est-ce pas, les dates, n'est-ce pas, de ces délibérations. La dernière chose, et c'est pour moi ça qui est la plus importante, il faudrait qu'on limite, n'est-ce pas, les risques d'extension de la fraude en créant pour le cas du Cameroun des académies scolaires, de manière à ce que, c'est ça la décentralisation, vous luttez pour cela, M. Divino, mais de manière à ce que, parlant, n'est-ce pas, des académies scolaires, que les épreuves qui sont proposées dans une académie ne soient pas les mêmes que celles qu'on propose ailleurs. Sachant donc justement que s'il y a faute dans une épreuve, oui, je crois que l'essentiel a été dit. Il faut aggraver les sanctions pour que... Je ne suis pas pour... Il y a un type de discours que j'entends en France là et tout ça, où on pense qu'on va parler aux gens et ils vont s'affranchir de leurs mauvaises habitudes. Je suis pour que aux fautes, qu'il y ait des sanctions. Et après, on va voir si on peut leur parler. Comme ça, ça va éduquer les gens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent faire la mode. Hein? Laissez-moi sortir un peu de ceci pour parler de tous ces gens qu'on égorge. Et vous avez des gens pour venir nous dire que il faut les appeler sur la table de négociation. Oui, c'est ça. C'est l'esprit c'est-à-dire que trouver des justificatifs, atténuer la qui nous préoccupe sur l'éducation. Et bien moi, je les vois aussi dans la délivrance des titres fonciers, les passeports, les trucs comme ça. Merci beaucoup à vous tous d'être venus ce soir à ce programme. J'espère qu'on aura donné la possibilité à chacun des téléspectateurs qui nous a écoutés et qui nous a suivis ce soir de se faire une idée précise de cette gangrène qui aujourd'hui touche l'éducation et qui est devenue une espèce de norme, pourtant elle devrait rester dans la normalité. On a fait le tour de la question, on a essayé d'expliquer avec la dernière énergie les acteurs ou les activateurs de la fraude au niveau des examens officiels. C'est l'essentiel à retenir au sortir de ce programme ce soir. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous avoir suivis. Retrouvons-nous aussi peut-être lundi prochain, 21h, sur Télévision du Monde. Vous le savez, votre émission est en simultané sur LTM TV officiel, notre page Facebook. Bonsoir à toutes et à tous.